Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Franz-Olivier Gisbert à 8h44 pour Esprit Libre. Franz, bienvenue, bonjour. Bonjour David. Vous avez envie de tirer un coup de chapeau à Donald Trump parce qu'au moins sur Gaza, il aura essayé. D'ailleurs, c'est pas fini, ça peut marcher encore. Oui, d'ailleurs, ça changera. Parce que il faut reconnaître que malgré tous ses défauts, malgré sa vulgarité, de temps en temps, il lui arrive d'assurer. Alors, c'est difficile pour nous autres Européens parce que nous en avons gros sur le cœur, notamment après les droits de douane, et puis après ses premiers pas sur la guerre en Ukraine, et puis aussi à cause du peu d'estime qu'il semble porter à nos dirigeants européens, Giorgia Meloni exceptée. Alors, sur son plan de paix, ce serait quand même un miracle qu'il réussisse, parce que le Hamas, faut toujours le rappeler, n'a qu'un objectif, la destruction d'Israël. Mais sache que ces épigones élifistes ou autres reprennent ici quand ils prétendent installer la Palestine de la mer au Jourdain. Ça, c'est le slogan débile qu'on entend beaucoup, d'ailleurs, dans nos universités. Et l'idée, évidemment, étant d'éradiquer le peuple juif qui était déjà dans cette région, mais ça, on le déplie, il faut pas le dire surtout, mais qui était déjà dans cette région il y a 3000, 4000 ans. C'est vrai que dès qu'on cite la Bible ou l'histoire, ancienne, immédiatement... Il n'y a plus d'histoire. Non, mais comme plus personne ne croit à rien, etc., on dit, il n'y a pas de raison de citer la Bible. C'est à peine si on apprend l'histoire aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de citer la Bible. Avec l'absence de chronologie. Bien sûr, ça n'est pas un argument d'antériorité. N'empêche, il n'y a pas besoin de citer la Bible ou les 3-4 000 ans pour se dire que peut-être les Palestiniens ont droit à un État, même s'ils ont loupé très souvent le coche et les opportunités qui leur étaient évidemment, mais ça va de soi. Mais ce qui est gênant dans cette histoire, très gênant, c'est le deux poids deux mesures. C'est-à-dire, on parle du droit au retour des Palestiniens, dont je suis évidemment favorable, comme l'ONU. Enfin, l'ONU, c'est normal, il est toujours du côté des Palestiniens. Et pourquoi ne parle-t-on jamais du droit au retour des descendants du million de Juifs qui habitaient en terre d'islam au début du XXe siècle et qui a été spoliés, chassés, massacrés dans les pogroms, hein? Et puis, pourquoi aussi cette discrétion sur les chrétiens? Il y en avait 1 sur 4 en terre d'islam au début du XXe siècle. Il y en a combien aujourd'hui, hein? Il y en a pratiquement plus. Quasiment. 1 sur 4. Vous vous rendez compte? Bon. Et puis, alors, évidemment, on parle presque jamais de nos médias. Alors, ça leur coûterait trop cher. Des tueries de chrétiens par milliers aujourd'hui au Soudan. Vous voyez, Macron serait plus crédible s'il avait eu aussi des mots pour eux. Mais non, il préfère ne se consacrer qu'aux Gazaouis. Vous savez pourquoi? C'est tout simple, c'est à cause de la gazaouisation de la politique française. Évidemment, on peut subodorer qu'il cherche à complaire à un électorat islamiste dont il surestime peut-être le poids. Franz, ça n'est pas qu'un phénomène français. En Espagne, il y a des drapeaux palestiniens très souvent aux fenêtres. Mais vous savez qu'en Espagne, Angleterre savez qu'en Espagne, il y a un antisémitisme pathologique. L'Espagne a chassé les Juifs. Et voilà, c'est un antisémitisme d'atmosphère. En Angleterre aussi. On peut pas dire que ce sont pas des pays très philosémites, contrairement à la France. Enfin, à la France d'avant, à la tradition française. Bon. Et moi, je suis très critique, de toute façon, sur la politique de Netanyahou. Mais franchement, est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant, comme une grande partie de nos médias, toutes les informations qui viennent de Gaza et qui sont transmises par le Hamas ou par Al Jazeera? Mais enfin, faut quand même être un peu sérieux. Toutes ces vidéos où vous avez des fausses vidéos avec des acteurs d'occasion qui jouent les agonisants. Mais ça, on l'a vu. On sait comment travaille le Hamas. Et on sait aussi que c'est lui qui finance en partie la flottille vers Gaza. Bon, tout ça, c'est la bataille médiatique qui, faut dire, a été gagnée jusqu'à présent par le Hamas. Tout cela est su, on connaît les stratégies de propagande du Hamas, et en même temps, les gens sont, on ne peut pas, ils ont du mal à accepter les dizaines de milliers de morts. Oui, de la même façon qu'ils n'ont absolument pas accepté le millier de morts israéliens massacrés par les terroristes. Moi, évidemment, mais on ne peut pas supporter les morts, bien entendu. Mais pendant le même temps, c'est vrai qu'il n'y a jamais rien sur les morts en Ukraine. Sur les Ukrainiens qui meurent.
Jamais, après l'agression russe. Il n'y a jamais rien sur eux. On parlait tout à l'heure. On parle de l'Ukraine tous les jours. On parle de cette guerre tous les jours. Non. On parle du soutien occidental à l'Ukraine tous les jours. Non, David, enfin, écoutez les médias, regardez, on n'en parle jamais. C'est vraiment toujours le deux poids, deux mesures. Je dirais que la gauche ne manifeste jamais en faveur des victimes ukrainiennes. Elle le fait très peu. Elle se mobilise peu. Voilà. Elle le fait pas du tout. Dans nos flashs, dans nos informations, on parle du soutien occidental à l'Ukraine. Oui, mais pas des morts. Vous ne parlez pas beaucoup de ce qui arrive aux chrétiens au Nigeria, par exemple. Beaucoup moins. Oui, alors là, il faut reconnaître que non. Arrêtez de les défendre, vous savez très bien. Enfin, les médias sont les médias. Hein, bon. Il y a quelque chose qui est toujours troublant dans la stratégie des islamistes, faut jamais l'oublier. Moi, j'ai envie de rappeler un petit souvenir comme ça, qui rappelle évidemment la naïveté de l'Occident. C'est cette fameuse histoire, vous savez, de l'attentat contre le cinéma Rex à Abadan, en Iran, en 1978, avant l'arrivée de Khomeini. Évidemment, les islamistes, c'est eux qui l'ont fait. Il y avait un mollah sur place, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont verrouillé toutes les portes, ils ont mis de l'essence et ils ont foutu le feu. 470 morts. Évidemment, le Shah d'Iran, le sanguinaire Shah d'Iran, soi-disant, a été accusé par les islamistes. Il s'est avéré aujourd'hui, mais ça ne fait aucun doute que c'était une opération islamiste. Et c'est même dans Wikipédia, c'est dire. Attention avec Wikipédia. Faites très attention dans Wikipédia, quand vous consultez certaines choses, parfois, c'est biaisé. C'est biaisé. C'est très, très biaisé. C'est idéologique. On y reviendra d'ailleurs sur ce rapport entre l'Orient, le conflit, les islamo-gauchistes, comme vous dites souvent. Demain, Omar Youssef Souleymane qui publie Je ferme un très bon livre. Les complices du mal aux éditions Plomb. Très, très bon livre. Il nous rapportera son expérience et son témoignage. Il sera là à 8h15 dans ce studio, à votre place exactement. Pendant ce temps-là, climat délétère en France, climat politique délétère. Alors, l'espoir reviendra-t-il un jour ? Oui, je pense que la pédagogie de François Bayrou, il faut lui rendre hommage, elle infuse en France. Nous sommes ses héritiers. Les Français comprennent que notre endettement délirant est un problème sérieux, comme l'a confirmé le sondage Odoxa pour la Fondation IFRAP. Et puis, si c'était pas le cas, la journée de mobilisation des syndicats serait bien partie. Or, elle est partie pour faire un flop. Un gros bide. Mais prudence. C'est mou. Si ce n'était pas le cas, il y aurait eu un mouvement très fort en faveur de la taxe Zuckman que l'audiovisuel public a essayé de nous vendre pendant des semaines. Cet impôt, c'est vrai qu'il est populaire dans l'opinion, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de mouvement particulier. Et comme l'a dit d'ailleurs l'un de nos vrais grands économistes, je parle pas des histrions de l'économie, les bidouilleurs, trafiquants de statistiques comme Zuckman et Piketty, comme l'a dit donc Gilbert Sett, grand économiste, le problème de la France, c'est qu'elle décroche, et qu'on est en train de devenir un pays pauvre parmi les riches. Quand on compare notre richesse par habitant à celle, par exemple, de l'Allemagne ou des pays d'Europe du Nord, elle est inférieure de 20 à 30% à la leur. Et si on veut s'en sortir, faut raisonner autrement. On ne peut pas répondre aux difficultés des finances publiques par le partage du gâteau, toujours, c'est une façon de le rabougrir. Il faut au contraire veiller à l'augmenter, la taille du gâteau qu'on se partagera ensuite. Bon, et là-dessus d'ailleurs, Sébastien Lecornu, vous avez remarqué qu'il a sifflé la fin de la récréation en disant qu'on n'allait pas continuer à augmenter indéfiniment les impôts. Bon, j'espère pour lui qu'il ne va pas augmenter la pression fiscale comme on le susurre aujourd'hui. Enfin, jusqu'à présent, il joue plutôt pas mal Lecornu, Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de la discrétion ? Écoutez, ça nous change. Ça change du bavardage. C'est l'anti-Macron, mais c'est très bien. Mais voilà, il travaille le petit chose. Il ne se laisse pas dicter son agenda par les médias. Et puis on va voir. Il faut lui donner sa chance. France,
On va parler de l'Europe à l'époque où elle dominait le monde, et notamment d'un artiste qui a vécu longtemps en France. Il fait l'objet d'une exposition au musée d'Orsay. Vous avez contemplé les portraits qu'il a fait notamment des femmes élégantes européennes et françaises à l'époque où effectivement la France dominait le monde. C'était à la fin du 19e siècle. John Singer Sargent, qui était copain avec Gabriel Fauré. Vous allez nous dire pourquoi vous avez aimé cette peinture, et on va le faire en écoutant la pavane de Fauré, qui était l'un des grands amis, Gabriel Fauré, de John Singer Sargent. C'est vous qui allez terminer cette séquence. Eh ben, j'ai eu un grand choc il y a très longtemps au musée de Boston de Fine Arts en regardant un des plus beaux tableaux que j'ai jamais vu. Ce sont les filles d'Edward Boyd. C'est un tableau hallucinant, incroyable, qui montre qu'en fait que John Singer Sargent est un immense peintre, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que beaucoup de Français n'en ont jamais entendu parler. C'est une injustice, et c'est une injustice d'autant plus grande qu'il a beaucoup travaillé en France. C'était sa grande période d'ailleurs. Il était ami de Degas et pas seulement d'Edgar Degas et pas seulement de Gabriel Fauré. Et puis bon, à la suite d'un scandale sur une toile qui est la célèbre Madame X. Il a filé en Grande-Bretagne, mais enfin, c'est vrai qu'il est américain de parents américains, mais il est né en Italie, et puis il a vécu longtemps en France et en Grande-Bretagne. Bon. Et c'est une peinture qui fait du bien, des chefs-d'œuvre qui vous laissent KO debout. Non, mais il faut y aller au musée d'Orsay. C'est jusqu'en janvier prochain, mais il faut y aller vite. Et je suis sûr que plus ça ira, plus il y aura du monde. C'est un peintre... On ne sait pas s'il est impressionniste ou classique, peut-être qu'il est les deux, mais c'est un peintre éblouissant.